Les pays avancés seraient-ils condamnés à la croissance faible? Ce n'est pas seulement la France qui est en panne. La zone euro s'est enfoncée dans le marasme. Même l'Allemagne et les pays du Nord marquent le coup. Certes, les pays anglo-saxons et surtout les États-Unis semblent vouloir faire cavalier seul. Mais la croissance potentielle a bien reculé. Alors, faut-il donner raison à l'économiste Robert Gordon, professeur à la Northwestern University, qui prédit que nous serions entrés dans une phase de stagnation séculaire? Bonjour Christian Chavagneux. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes économiste, mais aussi éditorialiste à Alternative économique et rédacteur en chef de la revue L'économie politique. Alors vous allez nous expliquer ces idées de Robert Gordon sur la stagnation séculaire. Tout d'abord, pour justifier son analyse sur la chute de la croissance, Robert Gordon met l'accent sur la panne des innovations de rupture. Cela paraît quand même étonnant au moment où on voit débouler toutes ces innovations liées à la microélectronique, liées à l'Internet, liées à l'informatique. Alors, ce que nous dit Robert Gordon, c'est qu'on est en train de vivre quand même une troisième révolution industrielle. La première, 1750, 1850, c'est la machine à vapeur, et puis en même temps, c'est la nouvelle économie du moment, l'industrie textile. Une deuxième révolution industrielle, c'est celle de 1850, 1950, celle qui a vraiment changé la vie des gens. On invente l'électricité, on passe à l'avion, à la voiture, au frigo, à l'ascenseur, beaucoup de choses qui changent notre vie quotidienne. Puis une troisième révolution industrielle, celle qui démarre au milieu des années 60, qui est celle de l'ordinateur et qui est en train de se poursuivre aujourd'hui avec tout ce que vous venez de citer, le smartphone, la tablette. Mais, nous dit Gordon, quand il fait ses petits calculs d'économiste, il s'aperçoit que l'impact sur l'efficacité du travail, ce que les économistes appellent la productivité du travail, est relativement faible par rapport aux deux premières révolutions industrielles. Pourquoi? Il nous dit parce que tout simplement, l'histoire ne repasse jamais deux fois les plats. Vous passez de la diligence au TGV, vous faites des gains de productivité énormes. Vous passez de la réservation de votre TGV dans l'agence de voyage à la réservation sur Internet, vous gagnez un peu de temps, un peu d'efficacité, mais beaucoup moins qu'au cours des deux premières révolutions industrielles. C'est pour ça que d'après lui, eh bien aujourd'hui, on n'est pas vraiment en panne d'innovation, mais l'innovation n'apporte pas de gain en termes de productivité du travail. Oui, mais alors, justement, petite question qui me vient à l'esprit quand vous m'expliquez ça, ça paraît très clair. On est dans un monde aujourd'hui où l'essentiel de la valeur ajoutée et du PIB est dans les services. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mesure de la productivité dans les services qui contredirait Gordon, justement? Effectivement, il y a peut-être une mesure de productivité. Aujourd'hui, l'activité économique en soi, ce qui est la valeur ajoutée, ne se mesure pas bien, ni du côté des marchandises, ni du côté des services. Néanmoins, si on se plonge du côté d'un généticien moléculaire qui est un peu avant Gordon, a expliqué exactement la même chose que Gordon, à savoir que les gains de productivité sont en train de décliner. Il prend des exemples aussi bien dans les médicaments que dans l'offre de services, dans la santé, dans le secteur manufacturier, et il nous montre que globalement, les gains de productivité ralentissent dans l'ensemble des pays développés. Pourquoi? Il nous dit parce qu'en fait, les gains de productivité, ils viennent généralement, les innovations qui sont source des gains de productivité, viennent du secteur public en fait. Internet, le GPS, tout ce qui est un peu nouveau, l'énergie nucléaire, vient des grands États industrialisés qui, dans un contexte de guerre, cherchent à avoir une avance technologique. Aujourd'hui, comme on est Donc ce serait la réduction du rôle de l'État qui aurait une influence sur l'innovation. La réduction des tensions mondiales qui fait que les États sont moins à la recherche d'innovations de rupture qui sont ensuite réutilisées par le privé. Alors peut-être qu'aujourd'hui la guerre contre le terrorisme, éventuellement, pourrait nourrir de nouvelles innovations, des drones, des nouvelles combinaisons pour résister aux attaques chimiques qui pourraient être ensuite utilisées dans le secteur privé. Néanmoins, Jan Wigsz, ce généticien moléculaire, nous dit la panne de l'innovation, elle est liée globalement quand même au fait que l'État intervient moins et puis au fait que l'esprit entrepreneurial, plus du tout dirigé on rêve plus d'être un Henry Ford, un Thomas Edison. On rêve d'être quoi? On rêve d'être celui qui a créé WhatsApp, cette petite application qui permet d'envoyer des messages sur les smartphones et qui est rachetée par Facebook 19 milliards de dollars avec ses 55 employés, quand Sony, avec ses 150 000 employés partout dans le monde, est valorisé à 18 milliards de dollars. Alors tous ces arguments, Christian Chavagneux, sont extrêmement troublants. Mais finalement, dans la pensée de Gordon, les problèmes de productivité liés à l'innovation représentent qu'un tiers de la croissance. Et les deux autres tiers sont aussi extrêmement troublants. Alors il y a un argument qui me paraît très fort,
c'est celui de la démographie dans les pays avancés. Bah oui, Gordon dit, quand on parle d'innovation, on parle de productivité globale des facteurs, la façon dont on associe le travail et le capital pour avoir une production efficiente. Mais à la base de la croissance, c'est le montant de travail et le montant de capital dont on dispose. Or, si la démographie baisse, si les inactifs sont de plus en plus importants par rapport aux actifs, eh bien le facteur travail qu'on peut mettre dans la production va diminuer et donc ça va jouer sur la productivité. Sur l'aspect démographique, l'un des facteurs de croissance que nous avons eu pendant les 30 Glorieuses, ça a été l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Et oui, tout à fait. Encore une fois, nous dit Gordon, ça ne peut pas se passer deux fois. Les femmes au foyer viennent au travail. Une fois qu'elles sont au travail, elles y sont. On ne peut pas de nouveau augmenter leur participation au marché du travail. C'est pour ça que dans un travail récent, Gordon nous dit, mais puisqu'il faut augmenter la force de travail, il est pour, bien sûr, reculer l'âge de la retraite, mais aussi libérer tous les prisonniers non violents pour qu'ils retournent au travail. Bon, sans aller jusque-là, deuxième facteur, pour énumérer tous ces éléments, Gordon insiste sur l'éducation. Il dit les performances plafonnent. Oui, quand on regarde les statistiques internationales qui comparent les pays émergents et les pays développés, on s'aperçoit que ce sont les pays émergents et le Japon qui continuent à conserver des systèmes éducatifs extrêmement performants, c'est-à-dire qui amènent le plus loin possible beaucoup de membres d'une génération au niveau du diplôme et des diplômes qui sont vraiment qualifiants, qui permettent de s'adapter. Il dit ça, les grands pays industrialisés, États-Unis, France, Allemagne sont en bas de la liste. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de forme d'éducation, de méthode éducative qui sont à remettre en cause? Oui, peut-être, mais pour Gordon, la forme ne va pas se surajouter au fond, à savoir que le fond, et c'est lié à un troisième vent contraire de la croissance, qui est la montée des inégalités. Les bonnes formations vont être réservées de plus en plus à une petite élite, et donc c'est que la majorité des gens ne seront pas assez qualifiés pour pouvoir s'adapter et contribuer au gain de productivité. Alors justement, les inégalités, c'est le troisième élément sur lequel Gordon met l'accent. Oui, tout à fait. Les inégalités croissantes. Tout à fait. Il a écrit ces articles avant le célèbre ouvrage de Thomas Piketty. Néanmoins, il insiste beaucoup sur le fait qu'avec les inégalités, eh bien, on renforce le fait qu'une petite partie seulement de la population sera bien formée pour alimenter la productivité de demain. Alors, on continue cette énumération, cet inventaire à la Prévert, en quelque sorte. Quatrième élément, on l'a un petit peu effleuré, l'affaiblissement de l'État-providence. Oui, alors Gordon nous dit, quand il y a des inégalités, on peut compenser, et c'est à ça que sert l'État.